Alors, commençons tout de suite. Notre conférencière, Nathalie Hood, est ergothérapeute depuis maintenant 25 ans. Elle se spécialise depuis une dizaine d'années dans le domaine de la réadaptation oncologique. Nathalie travaille comme clinicienne au centre hospitalier Catherine Booth, une unité de réadaptation. Elle donne des conférences lors de différents événements et colloques portant sur la réadaptation en oncologie. Elle est chargée de cours principal pour le cours Cancer Réadaptation offert à l'université et elle est conférencière invitée pour le cours Réadaptation et oncologie donné à l'Université de Montréal. Nathalie, bienvenue et au nom de l'Espoir, c'est la vie, je vous remercie sincèrement de nous offrir généreusement de votre temps pour venir nous parler aujourd'hui. Nous en sommes très reconnaissants. Alors, Nathalie, je vous cède le micro. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Et en fait, je suis aussi heureuse là, de voir quand même le grand nombre de personnes là, qui se sont inscrites pour le webinaire aujourd'hui. Mais en fait, je pense que ça répond vraiment à un besoin grandissant des personnes pendant leur trajectoire de soins en oncologie, de recevoir plus d'informations sur ce symptôme là, particulier qui est le brouillard cérébral, qui est très difficile à vivre là, pour la majorité des gens et qui suscite beaucoup d'inquiétudes. Donc, j'espère que cette conférence vous aidera à mieux comprendre la problématique du brouillard cérébral, répondra à vos questions, je le souhaite évidemment, et aussi vous donnera plusieurs trucs et stratégies pour vous apprendre à mieux gérer le brouillard cognitif ou cérébral. Comme vous allez voir aujourd'hui, il y a plusieurs appellations qui sont utilisées. Alors, quand je donne des webinaires, je dirais qu'un de mes défauts, c'est que je suis un peu trop ambitieuse. Je veux tellement vous donner de l'information puis partager des choses avec vous que je fais des plans un peu ambitieux. Alors, des fois, ça ressemble un peu à un marathon les dernières minutes, mais je vais vraiment essayer, c'est ça, de partager le plus de choses avec vous. Donc, on va commencer par un petit peu d'histoire, un petit peu comment ça a commencé, là, que les termes brouillard cognitif et tout ça ont commencé à émerger. On va regarder c'est quoi le brouillard cognitif, c'est quoi un petit peu la définition, c'est quoi évidemment les symptômes associés à cette condition-là et surtout, je vais vous proposer là, différentes stratégies pour vous aider là, à mieux gérer l'impact au niveau des activités quotidiennes et évidemment, il va y avoir une période de questions à la fin, là, les dernières 15 minutes. Et puis, pour ceux qui se poseraient la question, j'ai mentionné que j'étais ergothérapeute, mais souvent, cette profession-là, il y en a beaucoup qui se demandent qu'est-ce que ça mange en hiver, une ergothérapeute. Alors, c'est vraiment une profession, on a des professionnels de la réadaptation, dans le fond. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide, on évalue un petit peu, on regarde l'impact que peut avoir une maladie, un accident, une hospitalisation, etc., sur la capacité d'une personne à faire toutes ses activités quotidiennes. Donc, on part des choses plus simples comme les tâches à la maison, mais ça élargit, là, ça englobe aussi tous les loisirs, les sports, le travail, etc. Puis ce qu'on veut, dans le fond, c'est aider les personnes à maintenir une qualité de vie puis à être le plus autonome dans toutes leurs activités de la vie de tous les jours. Alors, un petit peu d'histoire. Dans le fond, c'est une problématique, c'est une condition qui est encore très méconnue. Et auparavant, au tout début, si on regarde des articles qui datent de plusieurs années, on parlait plus de chemobrain, chemofog, ou si on va dans la littérature française, de cerveau chimio, parce qu'au début, ça a été plus étudié chez les personnes qui étaient traitées pour un cancer du sein avec la chimiothérapie. Donc, au début, cette problématique-là était vraiment plus associée à la chimiothérapie.
Mais là, avec les études, les recherches et tout ça, les années qui ont passé, là, ça a un peu émergé que dans le fond, ce n'est pas seulement la chimiothérapie qui peut causer le brouillard cérébral, mais bien tous les traitements utilisés en oncologie peuvent être associés avec cette condition-là. Et on va le voir un peu plus loin. Chez un certain pourcentage de personnes, ces difficultés cognitives-là se représentent avant même le début des traitements. Donc, n'est pas associé seulement juste au traitement, mais aussi au cancer lui-même et à plusieurs autres causes qu'on va regarder ensemble. Donc, quand on regarde les articles scientifiques un peu plus récents, la terminologie que vous allez voir, on parle plus de brouillard cérébral, de brouillard cognitif, de troubles cognitifs légers reliés au cancer et au traitement, de dysfonctions cognitives reliées au cancer et à ces traitements. Donc, c'est plus, il y en a d'autres, ce n'est pas une liste exhaustive, puis c'est peut-être amené à changer encore, mais ce sont les termes là, que vous allez retrouver. Donc, qu'est-ce que le brouillard cognitif ou cérébral relié au cancer et au traitement? Alors, comme la recherche, c'est quand même un domaine qui est, je dirais, plus émergent au niveau de la recherche. Il n'y a pas nécessairement là, une définition standardisée, utilisée par tous et par toutes, mais ce qu'on sait par contre, c'est que le brouillard cérébral, c'est un groupe de différents symptômes, donc de changements cognitifs qui peuvent survenir avant, pendant ou après les traitements. Et je pense que ce que je veux communiquer avec vous aujourd'hui, c'est que c'est un vrai symptôme, c'est réel, ça existe parce que ça peut être des fois difficile à comprendre pour les gens autour de vous parce que ce n'est pas un symptôme ça ne se voit pas, hein, le brouillard cérébral ou le brouillard cognitif. Donc, ça peut être difficile pour les gens autour de la personne qui en est affectée de vraiment comprendre cette problématique-là. Et aussi, c'est que des fois, les gens se demandent s'il aurait pu faire quelque chose pour prévenir l'apparition de ce symptôme-là. Eh bien, non. Il n'y a pas rien, en tout cas dans les recherches là, qui émergent, qui aurait pu être fait là, pour prévenir ce symptôme-là là, d'apparaître. C'est sûr que, bon, il y a des facteurs qui peuvent prédisposer une personne, il y a des facteurs de risque, mais au niveau de la prévention, il n'y a pas de médicament non plus qui peut être pris pour prévenir l'apparition du brouillard cérébral. Et ça varie beaucoup d'une personne à l'autre. Donc, chez certaines personnes, ça peut survenir avant même le début des traitements. Chez d'autres personnes, ça va être après. Donc, le moment d'apparition peut varier. Les symptômes vont varier et l'intensité des symptômes, ça peut également être très, très différent d'une personne à l'autre. Donc, il n'y a pas une personne qui va vivre ça de la même façon. Et malheureusement, à chaque fois que je donne des webinaires ou que j'anime des groupes de discussion sur ce sujet-là, la constatation pour moi est la même, c'est-à-dire que ça demeure un problème qui est sous-dépisté, sous-diagnostiqué, sous-traité, etc. Donc, on n'en parle pas assez et les gens, de façon générale, me disent qu'ils ne reçoivent pas assez d'informations sur le sujet. Donc, c'est pour ça que je suis doublement heureuse de donner ce webinaire-là aujourd'hui. Ça va peut-être faire partie, j'espère en tout cas, d'une série d'initiatives visant là, à donner plus d'informations aux gens par rapport à ce sujet-là. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais partager avec vous des commentaires que des personnes, quand j'anime des groupes de soutien, ont partagé avec moi au fil des années. Et ce sont des commentaires qui représentent bien un petit peu la réalité de ce que les gens vivent, qui sont aux prises avec le brouillard cognitif et un petit peu comment ça peut affecter leur quotidien. Donc, en fait, je vais vous donner une petite pause de ma voix pendant quelques minutes et je vais vous laisser regarder, lire les commentaires. Donc, il y en a quand même plusieurs. Donc, je vais les faire défiler à l'écran. Prenez le temps de les lire, puis après, on va en reparler.
Alors, quand je donne les webinaires ou quand je donnais, quand je donnais des conférences en présentiel avec des personnes en chair et en os en face de moi, je ne sais pas quand est-ce que ça va revenir, mais souvent quand je partageais ces commentaires-là, il y avait beaucoup, c'est ça, de hochements de tête. Les gens s'identifiaient avec certains ou tous les commentaires que j'ai présentés. Alors, dans le fond, là, ce que je vais faire, c'est que je vais les regrouper en différentes catégories, donc en différentes difficultés cognitives, si on veut. Alors là, j'ai donné des exemples, mais on va regrouper ça là, en plus selon les habiletés cognitives. Donc, ce que les gens rapportent beaucoup, c'est qu'ils sont très facilement distraits. Donc, que ça soit par des distraits, par des stimulations, par des bruits, ou ça peut être des distractions, c'est ça, auditives, ou des distractions visuelles, ou ils peuvent être également distraits par leurs propres pensées et leurs propres inquiétudes. Ce que ça amène, ça, c'est beaucoup de difficultés à maintenir son attention sur une tâche pour une longue durée et également une difficulté à se concentrer. Ce qui amène souvent les personnes à mentionner qu'ils sentent qu'ils ont beaucoup, pour eux, là, mener à bien une tâche, compléter des tâches, là, ça devient un défi. Ils ont la sensation d'être vraiment plus désorganisés comparativement avant le diagnostic, avant le début des traitements, planifier des choses, prendre des décisions, résoudre des problèmes. C'est possible, mais c'est plus ardu et ça demande plus de temps. Les problèmes au niveau de la mémoire sont aussi des choses qui sont fréquemment rapportées. Les gens vont mentionner qu'ils vont oublier, ils vont perdre des effets personnels ou ne se souviendront plus de où ils vont les avoir rangés, ils peuvent oublier des rendez-vous, oublier de prendre des médicaments, etc. Et qu'ils ont plus de difficultés à apprendre des nouvelles choses et à retenir des nouvelles informations qu'on va leur donner. Ce que les gens m'en disent aussi, c'est parfois qu'ils ont ce qu'on appelle le syndrome des mots sur le bout de la langue. C'est qu'ils ont de la difficulté à trouver les bons mots. Ils savent ce qu'ils veulent dire, mais on dirait que c'est ça. Le mot est juste sur le bout de la langue, mais qu'ils n'arrivent pas à le trouver. Et ça, évidemment, tout ça, ça l'entraîne d'une façon générale. Les gens, ils perçoivent, ils se sentent moins efficaces parce que ça leur prend plus de temps là, pour mener à bien les tâches. Et ça va beaucoup affecter l'estime de soi, évidemment, et ça génère beaucoup d'inquiétude ainsi que d'anxiété. Une autre difficulté qui est très, très commune, c'est d'être capable de faire plusieurs choses à la fois, ce qu'on appelle le multitâche. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est très encouragé dans notre société, puis qu'on fait presque à la journée longue, puis on ne s'en rend pas compte. C'est très rare qu'on se dépose et qu'on se permet de faire seulement une chose à la fois. Donc, la société encourage vraiment la productivité puis la capacité. Plus qu'on peut faire de choses en même temps, là, mieux c'est. Alors, c'est quelque chose qui est valorisé et c'est quelque chose qui devient vraiment plus difficile en présence de brouillard cognitif. Je voulais aussi parler de la fatigue cognitive parce que, il y a la fatigue physique, mais il y a la fatigue cognitive parce que, ça, je trouve ça quand même relativement intéressant. Il y a des études qui ont démontré, puis on parle vraiment d'études qui impliquaient des imageries, là, des résonances magnétiques, des images de cerveau de personnes qui étaient, par exemple, en traitement là, pour un cancer versus quelqu'un qui n'avait pas de cancer et ne suivait pas des traitements. Et on voyait clairement qu'au niveau du cerveau de la personne en cours de traitement, il y avait beaucoup plus de zones d'activation pour accomplir des tâches simples. Donc, ça veut dire que pendant les traitements ou même après les traitements, le cerveau doit travailler davantage pour mener à bien des tâches simples. Donc, il y arrive, mais il doit compenser davantage pour peut-être les zones qui sont plus
qui ont été un petit peu atteintes là, temporairement là, pendant les traitements. Donc, ça, c'est important à retenir que, dans le fond, le cerveau doit travailler plus fort. Donc, la fatigue va être plus importante puis va survenir plus rapidement. Alors ça complète un petit peu là, au niveau des symptômes. Maintenant, on va regarder là, quelques faits et des statistiques. Donc, c'est vraiment quelque chose, malheureusement, qui a été longtemps ignoré, mais c'était reconnu, c'était rapporté par les survivants et suite à la fin des traitements. Et c'est une problématique maintenant qui est de plus en plus reconnue par la littérature scientifique, fort heureusement. Et comme je l'ai mentionné, ça peut débuter avant, pendant ou après les traitements. J'ai mentionné aussi que c'était parfois difficile à percevoir pour les proches. Donc, eux aussi, les aidants naturels vont avoir besoin de plus d'informations à ce sujet-là. Ça a un impact très significatif dans tous les aspects de la vie de tous les jours. Ça peut survenir assez soudainement ou de façon plus insidieuse. Et comme je l'ai mentionné aussi, les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre, mais ce que je voulais rajouter aussi, c'est que c'est ça, c'est pas quelque chose qui est, que la personne aurait pu prévenir. Ça ne veut pas dire que les traitements ne fonctionnent pas. Ça ne veut pas dire que le cancer s'est propagé. Ça ne veut pas dire qu'il y a des métastases. Ça ne veut pas dire que la personne est en train de développer des troubles de santé mentale, ni que elle a plus de chances ou qu'elle est en train de débuter ou que c'est un signe de trouble neurocognitif comme la démence ou la maladie d'Alzheimer. Non, rien de tout ça. Mais je trouve que c'est ça, c'est des informations qui ne sont pas assez véhiculées parce que justement, ce sont des questions que les gens se posent et c'est ça, ça génère beaucoup, beaucoup d'anxiété parce que les gens se demandent qu'est-ce que ça veut dire ces changements-là au niveau cognitif. Donc, c'est vraiment important là, j'espère, dans une certaine mesure, pouvoir rassurer là, certains d'entre vous aujourd'hui. Et c'est des changements qui sont quand même assez subtils. Donc, c'est pas non plus le jour et la nuit au niveau cognitif. C'est ça, c'est des changements. C'est généralement l'intensité, c'est faible à modéré. C'est pour ça que c'est dur à évaluer parce que souvent, c'est des changements qui ont une grosse répercussion sur la personne dans sa vie. Sauf que quand on arrive pour les évaluer avec comme des tests plus en neuropsychologie, bien, des fois, c'est pas toujours difficile, c'est pas toujours facile à évaluer parce que des fois, les gens vont se carrer dans les normes ou légèrement en dessous des normes. Donc, c'est des fois, les résultats sur les évaluations objectives, ça ne reflète pas nécessairement l'impact que ça peut avoir dans la vie de tous les jours. Alors, au niveau des statistiques, ça varie beaucoup là, selon les études, mais en général, là, les études longitudinales démontrent qu'il y aurait jusqu'à 30 des patients qui présenteraient des symptômes de brouillard cognitif, et ce, même avant le début des traitements. Le pourcentage pourrait grimper à 75 pendant les traitements. Et dans le tiers des cas, les symptômes pourraient persister là, pendant des semaines, des mois, dans une petite minorité des cas, parfois même des années. Par contre, ce qu'on sait, c'est que ça s'améliore progressivement après les traitements dans la majorité des cas. Ça aussi, c'est une information qui vise quand même à rassurer, entre parenthèses, parce que c'est sûr qu'avec les statistiques, on se dit, ça peut rester après la fin des traitements, alors que des fois, les gens, ils s'attendent, après, quand les traitements vont finir, c'est sûr que, ça va aller mieux, puis ça va partir. Oui, dans la majorité des cas, mais ça ne se fait pas de façon immédiate, spontanée. C'est quelque chose qui se fait progressivement, mais ça s'améliore avec le temps. Quelque chose à retenir. Ce qui fait que c'est difficile à évaluer, que c'est difficile à étudier, c'est qu'il y a plusieurs causes possibles. Comme je le mentionnais avant, on liait ça plus à la chimiothérapie, mais maintenant, on sait qu'il y a une panoplie de causes. Il y a le cancer lui-même. Là, je n'irai pas dans la pathophysiologie, là, mais ce qu'on sait, c'est que le cancer lui-même, c'est ça, va générer la production de molécules pro-inflammatoires qui vont affecter pas nécessairement juste le site où la tumeur est localisée, mais le corps en entier ainsi que les habiletés cognitives. Les traitements, on sait maintenant que tous les types de traitements peuvent
affecter le fonctionnement cognitif. Donc, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, les thérapies ciblées, l'immunothérapie, puis même aussi les chirurgies à cause du stress qui est associé avec une chirurgie, puis un petit peu l'impact que ça a sur tout le corps là, de se remettre d'une opération. Puis on sait que souvent, un plan en oncologie, ce n'est pas un traitement, c'est souvent plusieurs traitements, soit en même temps ou soit un après l'autre. Donc, c'est sûr que plus on a de traitements différents, plus que, par exemple, les doses de chimiothérapie administrées sont élevées, plus que les traitements sont échelonnés sur une longue période. Mais ça, c'est tous des facteurs de risque qui peut-être prédisposent plus certaines personnes que d'autres là, à développer les difficultés cognitives. Un autre aspect que je voulais vraiment que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'autres symptômes que les gens vivent pendant leur traitement qui peuvent affecter le fonctionnement cognitif. Donc, la fatigue, qui est comme un des symptômes les plus rapportés, c'est sûr que quand on est fatigué, au niveau cognitif, on ne peut pas performer de façon optimale. Il y a beaucoup de gens qui font de l'insomnie aussi, avant, pendant, après les traitements. La douleur n'est pas toujours bien contrôlée. Toutes sortes de changements là, au niveau émotionnel pendant la trajectoire de soins. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre beaucoup de détresse, beaucoup d'anxiété à différents niveaux d'une personne à l'autre et selon où ils en sont dans la trajectoire de soins, selon que c'est un premier diagnostic, dépendamment du prognostic, si c'est une récidive, etc. Alors ça aussi, ça va avoir un impact, ça va exacerber là, les problèmes cognitifs. Les gens aussi qui ont d'autres problèmes de santé, parce que malheureusement, c'est surtout plus les gens vont avancer en âge, là, des fois, ils vont avoir d'autres problèmes de santé parce qu'on sait que le brouillard cérébral, ce n'est pas une condition qui est exclusive au cancer. Malheureusement, il y a d'autres problèmes de santé qui sont connus aussi pour être associés avec un brouillard cérébral. Par exemple, il y a certaines maladies chroniques comme la sclérose en plaques, le lupus, la fibromyalgie, même post-COVID aussi, là, il y a des recherches qui commencent à sortir qu'il y a un brouillard. Certaines personnes vont faire l'expérience d'un brouillard cognitif. Donc, il y a d'autres problèmes de santé qui pourraient prédisposer quelqu'un à avoir plus de difficultés cognitives. Les effets secondaires des médicaments, les habitudes de vie, comme quelqu'un qui ferait très peu d'activité physique, aurait des mauvaises habitudes au niveau de l'alimentation, du sommeil, le tabagisme, etc. Il y aurait possiblement une prédisposition génétique, peut-être, mais il y a vraiment plus d'études qui sont nécessaires pour venir confirmer cette hypothèse. L'âge avancé serait un facteur de risque ou un facteur prédisposant. Et il y a aussi ce qu'on appelle la réserve cognitive. Donc, en fait, la réserve cognitive, c'est un concept qui réfère à la capacité du cerveau à faire face aux dommages cérébraux tout en continuant à fonctionner correctement. Donc, il peut être influencé par le mode de vie, le niveau d'éducation, le type de profession qu'on exerce, etc. Donc, le plus qu'une personne, dans le fond, va avoir une meilleure réserve cognitive, le plus qu'elle va pouvoir à ce moment-là, ça va être comme un facteur de protection pour les difficultés cognitives. Ça, je n'irai pas trop là-dedans, mais pour ceux qui voulaient avoir plus de détails, dans le fond, c'était juste pour illustrer un petit peu à quel point que les fonctions cognitives sont influencées par plein de facteurs. Donc, c'est un petit peu toutes les causes possibles qui peuvent venir affecter le fonctionnement cognitif suite à un diagnostic de cancer. Donc, il y en a vraiment une multitude. Donc, j'espère que ça vous aide à comprendre un petit peu à quel point que, il y a plein de choses là, qui vont venir affecter un petit peu comment votre cerveau fonctionne pendant cette période. Et c'est sûr qu'il y a beaucoup d'impact au niveau fonctionnel. Donc, il y a un impact négatif là, sur la qualité de vie. Les gens me le disent fréquemment. Les gens commencent à avoir de la difficulté à gérer là, les obligations de la vie quotidienne, par le travail, les enfants, les tâches à la maison, etc. Ça commence à être de plus en plus difficile. Ça génère beaucoup d'anxiété, de détresse, ça affecte l'estime de soi et c'est souvent perçu comme un des obstacles principaux par rapport au retour au travail. Donc, la question, comment est-ce que je vais faire pour retourner au travail, je l'entends vraiment souvent.
les gens, ça les inquiète énormément. Quand j'ai commencé à travailler sur ce webinaire-là, puis à préparer là, mes diapos, je ne savais pas exactement s'il y avait des professionnels de la santé qui allaient se joindre à nous. Je sais qu'il y en a quelques-uns aujourd'hui. Alors, en général, les professionnels de la santé aiment beaucoup avoir des outils d'évaluation et de dépistage là, pour, c'est ça, aller évaluer la problématique. Donc, pour les professionnels de la santé, j'ai mis quelques diapos là-dessus. Comme je le mentionnais, ou peut-être je ne l'ai pas encore mentionné, mais il n'y a pas, au niveau des évaluations, il n'y a pas nécessairement de batterie d'évaluation qui a été conçue spécifiquement pour évaluer de façon objective le brouillard cérébral. Alors, ce qui émerge un petit peu plus dans les recherches, c'est qu'en fait, les auto-questionnaires, donc les questionnaires que la personne complète, auraient quand même un très bon effet prédictif pour regarder un petit peu l'impact que ça peut avoir sur le quotidien de la personne. Donc, ici, on a un site Internet qu'on peut aller télécharger des auto-questionnaires. J'ai mis le lien pour celui qui va spécifiquement regarder les problèmes au niveau de la dimension cognitive. Je crois que celui en anglais, on peut le télécharger et l'utiliser sans faire une demande de licence ou d'autorisation, parce que c'est ça, des fois, avec ces outils-là, quand on veut l'utiliser dans nos milieux de pratique pour faire une demande d'autorisation et de licence. Mais si vous voulez l'avoir en français, là, il faut faire une demande d'autorisation. J'ai mis la première page simplement pour vous donner un petit peu une idée du genre d'énoncer que la personne doit se pencher là-dessus, à savoir est-ce que c'est quelque chose qui arrive jamais ou plusieurs fois par jour. Puis généralement, moi, avec ma clientèle, en tout cas, ce sont des questionnaires que les gens aiment beaucoup compléter parce que souvent, ça leur permet de mettre des mots sur les difficultés qu'ils rencontrent et c'est ça, de pouvoir trouver des exemples et ça les aide des fois à préparer les prochaines rencontres avec leur équipe de soins, que ce soit oncologue, infirmière pivot, ergo, physio, psychologue. Donc, ça leur permet un petit peu, là, c'est ça, de trouver des exemples. Puis souvent, moi, ces questionnaires-là, je les utilise en début de prise en charge, puis après, je les réadministre à la fin. Donc, souvent, c'est très, très valorisant et encourageant pour la personne et pour moi comme intervenante parce qu'on voit souvent qu'il y a une amélioration après la mise en place là, de stratégies d'intervention. Et très, très important, il faut aussi aller regarder s'il y a d'autres symptômes qui peuvent aller contribuer à la fatigue ou à l'anxiété ou aux problèmes de sommeil. Donc, étant donné que j'aimerais passer 3 heures avec vous, mais le temps est plus limité, je vous ai mis les liens justement. Comme je vous dis, c'est des choses que ce n'est pas nécessairement un professionnel de la santé qui doit administrer. S'il y a des gens que ça les intéresse d'aller les chercher, qui sont en cours de traitement et qui veulent les remplir, c'est juste vous mentionner que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas des outils qui servent à diagnostiquer un problème, mais simplement à dépister puis regarder s'il y a une problématique qui est présente, puis dans quelle ampleur. Comme ça, des fois, ça facilite les discussions avec les professionnels de la santé, puis souvent, en réadaptation, c'est des outils qu'on va utiliser. Mais c'est important de se pencher sur le niveau de fatigue. Donc, ça, c'est un autre outil de la même, dans le fond, de la même association, mais qui va regarder plus au niveau de la fatigue. Mais il y en a plusieurs autres, là, des outils qui peuvent être utilisés pour, dans le fond, évaluer la fatigue, qui sont quand même facilement, on peut les utiliser sur Internet. Et il y a d'autres auto-questionnaires qu'on peut utiliser juste pour voir un petit peu le niveau d'anxiété, s'il y a présence de troubles de sommeil, plus particulièrement l'insomnie. Et il y a un outil qui est vraiment très utilisé là, beaucoup en oncologie au Canada et qui est recommandé par le National Comprehensive Cancer Network. Ça s'appelle l'outil de dépistage de la détresse. Donc, ça inclut un petit peu le thermomètre de la détresse avec une liste des problèmes qui sont préoccupants pour la personne, ainsi que des différents symptômes que la personne peut éprouver. Alors, ça, c'est vraiment intéressant là, à remplir de façon quand même assez fréquente là, pendant la trajectoire de soins parce que tout ça, les préoccupations, les symptômes, ça peut changer, ça peut évoluer beaucoup dépendamment de où vous êtes dans votre trajectoire de soins. Donc, ça, c'est plus pour regarder au niveau des inquiétudes, de l'anxiété. Tous les liens sont dans les diapos précédentes.
Ça, c'est un petit peu plus sur l'humeur, la détresse. Et l'index de sévérité de l'insomnie. Donc là, on va passer un petit peu à des stratégies pour mieux gérer le brouillard cognitif après là, vous avoir vraiment bombardé d'informations sur qu'est-ce que le brouillard cognitif et les statistiques et tout ça. Donc, il y a quand même plusieurs interventions qui sont possibles. C'est sûr qu'il n'y a pas, en anglais, on parle de gold standard. Fait que je n'ai pas comme un gold standard à vous proposer de dire ah, c'est ça qu'il faut faire, puis ça va donner des résultats parce que les études vraiment en sont plus au balbutiement. Donc, il y a plus de recherches et d'études supplémentaires là, qui sont nécessaires pour vraiment aller valider là, certaines des recommandations. Mais ce qui commence à émerger, là, je vous ai résumé ça dans le fond dans une diapo de ce qui pourrait être aidant. Il commence à avoir là, des données probantes et des évidences là, qui commencent à sortir. Donc, on va regarder ça une par une. Au niveau de l'activité physique, c'est sûr que je pense que la plupart des gens qui sont présents aujourd'hui ont été encouragés de continuer à faire de l'activité physique, peu importe où ils en sont dans leur trajectoire de soins, parce qu'on sait que là, il y a eu beaucoup de données probantes, d'évidence à ce sujet-là, que ça a un effet bénéfique, positif sur plusieurs symptômes que les gens peuvent expérimenter là, pendant leur trajectoire de soins, comme par exemple la fatigue, l'anxiété, la dépression, la qualité de vie, puis juste les capacités physiques, cardio-respiratoires, etc. En autant qu'il n'y ait pas de contre-indication dans votre cas. Donc, c'est vraiment quelque chose que les gens doivent valider avec leur équipe de soins pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication dans leurs conditions spécifiquement. Ou parfois, les gens ont besoin d'avoir un accompagnement plus personnalisé s'ils sont vraiment très, très déconditionnés ou s'ils ont d'autres problèmes de santé. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide de professionnels de la réadaptation si un accompagnement est nécessaire. Et ce qu'on sait, ce que le National Comprehensive Care Network, Cancer Network dit, c'est que l'activité physique est une intervention qui est maintenant recommandée pour minimiser l'impact des difficultés cognitives. Parce que c'est sûr qu'aussi, si on utilise, l'activité physique va aider à diminuer la fatigue, la douleur, etc., automatiquement, ça va avoir un effet bénéfique sur la dimension cognitive, parce que si on réduit la fatigue, si le sommeil, la qualité du sommeil est mieux, donc automatiquement, si la détresse est moins grande, bien, automatiquement, au niveau du fonctionnement cognitif, ça va aller mieux, parce que tout est imbriqué ensemble. Ce n'est pas des cases séparées, là. Donc, si un aspect va mieux, automatiquement, ça va avoir un impact positif sur les autres aspects, un impact positif. Une des choses qui est super importante, c'est vraiment de mieux comprendre votre niveau de fatigue. Donc, il y a plusieurs analogies que les gens peuvent utiliser parce que la fatigue, ça va vraiment influencer beaucoup le fonctionnement cognitif. Donc, voyez un petit peu votre niveau de fatigue comme des lumières de trafic, une batterie qu'on doit recharger avant que ça soit complètement à plat, ou un compte en banque qu'on ne doit pas seulement faire des retraits et qu'on doit faire des dépôts également. Parce que la lumière verte, là, ça nous dit que notre niveau d'énergie est bon, on peut continuer. Jaune, on doit ralentir et prendre des pauses. Et ce n'est pas ça qu'on observe en général si on regarde juste autour de nous dans le trafic. Quand c'est jaune, qu'est-ce que les gens y font? Est-ce qu'ils ralentissent? Est-ce qu'ils s'arrêtent? Non, ils vont plus vite et ils traversent. Alors, rouge, effectivement, ça veut dire qu'on a dépassé notre limite. Puis quand on atteint le rouge, malheureusement, ça va nous prendre plus de temps pour récupérer par la suite. Donc, c'est vraiment important de trouver l'analogie qui fonctionne bien pour vous pour être vraiment plus en symbiose avec votre niveau de fatigue et d'être capable de l'identifier afin de prévoir un horaire qui est plus adapté à votre niveau d'énergie et le modifier aux besoins. Il y a plein d'outils qui existent sur Internet, ce qu'on appelle des agendas de l'énergie que vous pouvez utiliser pour apprendre à mieux connaître votre niveau de fatigue, savoir à quel moment de la journée que vous avez le plus d'énergie, que vous en avez moins, et qu'est-ce qui influence votre fatigue. Quelles sont les activités qui sont énergivores, qui vont saper beaucoup d'énergie,
Et quelles sont les activités, au contraire, que vous trouvez qui sont restauratives? Ça veut dire qui vous amènent de l'énergie et qui vous permettent de recharger vos batteries. Alors ça, c'est très, très important. Une autre théorie qui peut servir à expliquer la fatigue très importante que les gens vivent pendant les soins ou après la fin des traitements, c'est la théorie des cuillères. Dans le fond, pendant ou après les traitements, l'énergie, souvent, elle est limitée. Les gens n'ont pas une quantité infinie, donc ils doivent faire attention à leur énergie, c'est une denrée précieuse et ça illustre bien comment différentes activités vont demander un niveau d'énergie plus grand. Donc, quand on regarde vraiment des stratégies pour mieux gérer son énergie, dans le fond, c'est de alterner, je vais passer à la prochaine en fait, c'est vraiment de pouvoir alterner les tâches qui demandent plus d'énergie avec celles qui en demandent moins. Et la planification vraiment va être gagnante, de vraiment regarder l'horaire de la journée, l'horaire de la semaine pour alterner les activités qui demandent le plus avec les activités qui demandent moins d'énergie et prévoir des pauses. Ça, c'est très, très important, alterner activité-repos, activité-repos. Puis vous allez apprendre aussi, les gens vont apprendre à connaître c'est quoi la pause qu'ils ont besoin. Ça n'a pas besoin d'être des pauses de 3 heures. Des fois, ça peut être des pauses de quelques minutes. Ça peut être suffisant. On appelle ça des micro-pauses. Déléguer, ça va aussi être une stratégie gagnante parce que souvent, les proches, les amis, ils veulent aider, mais ils ne savent pas toujours comment. Donc, des fois, ça peut aider de les diriger un peu en identifiant comme il faut, c'est quoi les activités que vous trouvez qui demandent beaucoup d'énergie puis que vous ne tenez peut-être pas à continuer à faire. Des fois, c'est bon de s'asseoir et de dire, rétablir, dans le fond, les priorités. C'est quoi qui est essentiel? Qu'est-ce qui doit être fait en ce moment? Qu'est-ce que j'ai le goût de continuer à faire? Qu'est-ce que j'ai moins le goût? Qu'est-ce que je pourrais déléguer? C'est vraiment de revoir un petit peu, un peu tout, dans le fond, l'horaire, ce qu'on appelle l'horaire occupationnel. Il faut aussi avoir des attentes réalistes envers soi. Parce que là, on l'a mentionné, le cerveau travaille plus fort, la fatigue va être plus importante. Alors, soyez indulgents envers vous-même. S'il y a un message que je veux que les gens retiennent, là, ceux ici qui sont en cours de traitement ou qui viennent de les terminer, ou peu importe à quel stade vous êtes rendu, il faut vraiment être indulgent, patient envers vous-même. Dans le fond, parlez-vous comme vous parleriez à un ami, un membre de votre famille qui passerait à travers quelque chose de similaire. C'est important aussi de se garder du temps pour des activités agréables qui vont vous redonner de l'énergie. Donc, le rechargement des batteries est important. Et il y a plein d'autres activités aussi qui vont permettre de garder un équilibre au niveau émotionnel et qu'il y a commence à avoir de plus en plus d'évidence, de données probantes, que ça améliore plusieurs symptômes ainsi que le fonctionnement cognitif. Donc, ça vaut vraiment la peine d'explorer ces différents médiums-là pour voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et il y en a beaucoup maintenant là, qui sont accessibles sur Internet. Il y a des applications gratuites que vous pouvez essayer, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose à aller explorer. Là, je vais aller un petit peu plus rapidement parce qu'on approche de la fin, je crois. Alors, Nathalie, il nous reste 2 minutes, mais aussi, on a seulement 2 questions. Fait que je pense que tu peux te permettre de continuer un petit peu plus longtemps s'il faut. Ah, ben merci. Ça me sauve. Merci beaucoup. Alors, une autre chose qui est extrêmement importante pour le fonctionnement cognitif, c'est vraiment au niveau de l'hygiène du sommeil. Donc, ça semble être des choses simples, mais je suis toujours surprise de voir des fois à quel point les gens les appliquent peut-être moins ou pas dans leur quotidien. Alors, en période de traitement et après les traitements, dans une trajectoire de soins en oncologie, c'est important de garder un horaire régulier là, au niveau du coucher et de l'éveil parce que malheureusement, les molécules qui sont sécrétées là, pendant un cancer et les traitements vont vraiment dérégulariser le cycle éveil-sommeil. Donc, tout ce qui peut être fait pour régulariser, ça va être mieux. Donc,
L'activité physique, je l'ai mentionné, c'est à encourager, sauf qu'il ne faut pas faire une activité trop type aérobique, stimulante en soirée, parce que là, justement, ça va réveiller, stimuler et ça ne va pas nécessairement induire au sommeil. Tu sais, une petite marche, c'est à l'extérieur, c'est parfait, mais rien de trop, c'est ça, aérobique intense là, dans les 3-4 heures avant l'heure du coucher. Modérer la consommation là, de boissons qui contiennent de la caféine, puis pas juste au moment là, du souper. Il faut vraiment que les derniers boissons avec de la caféine soient consommés en début d'après-midi parce que la caféine reste de nombreuses heures dans le système. Donc, c'est vraiment important d'arrêter ça en début d'après-midi. Et d'avoir un petit peu, là, des fois, je prends souvent l'exemple des jeunes enfants, des fois, c'est important d'avoir une routine avant le coucher qui va prédisposer au sommeil. Par prédisposer au sommeil, je pense à la lecture d'un livre, sur du papier, pas sur un écran, parce qu'on sait qu'il faut éviter de s'exposer aux écrans dans l'heure qui précède le coucher, parce que les écrans vont générer ce qu'on appelle de la lumière bleue, qui va interférer là, avec la production de mélatonine, qui est une hormone qui est très importante dans la régularisation du cycle éveil-sommeil. Alors, il faut vraiment éviter ça le plus possible. Et s'il y a une pièce de la maison à investir, ça serait la chambre à coucher. Idéalement, il faut que, c'est ça, peut-être des stores ou des rideaux qui vont vraiment bloquer la lumière du jour. Il faut que ce soit relativement frais, entre 18 et 20 degrés, mais encore là, ça, c'est variable selon les personnes. Un environnement qui est calme, obscur, ainsi qu'une literie qui est confortable. Donc, il faut vraiment qu'un oreiller aussi qui vous donne le support nécessaire parce que quitte à avoir, parce que des fois, avec certains types de traitements, comme l'hormonothérapie et tout ça, les gens peuvent avoir différents symptômes, comme des sueurs nocturnes, des bouffées de chaleur et tout ça. Fait que des fois, surtout quand on partage le lit avec une autre personne, ça vaut peut-être la peine d'avoir votre propre drap et couette, puis que l'autre personne aille aussi son drap ou une couette séparée, parce que les besoins peuvent varier pendant cette période-là. Alors, ça serait une idée, puis d'investir dans une literie qui est confortable, fraîche et que vraiment, quand vous vous glissez dans votre lit, c'est quelques secondes de pur plaisir. Je sais que ça a l'air un peu exagéré, mais c'est vraiment important que toutes les conditions soient réunies pour favoriser une bonne nuit de sommeil. Puis, essayez aussi de prévoir une période où ce que vous allez, dans le fond, vous vider l'esprit. Parce que souvent, la nuit, on rumine, on pense à la journée du lendemain, à la journée qui vient de se passer. Puis là, c'est comme un hamster qui n'arrête pas de tourner. Alors, si on prévoit un moment plus tôt dans la journée où on peut peut-être tenir un journal, mettre par écrit les choses qui nous préoccupent et essayer de trouver un petit peu des amorces de solutions, bien ça nous libère un peu l'esprit pour la nuit qui s'en vient. Une autre chose que je voulais parler, c'était au niveau des siestes. Donc, les siestes, oui, peuvent être revitalisantes en autant qu'elles soient le plus courtes possible. Donc, 1 heure, ça doit vraiment être le maximum des maximums. Et la sieste doit avoir été terminée avant 3 heures l'après-midi parce que sinon, elle va interférer avec le sommeil pendant la nuit. Donc, je vous dirais des siestes, oui, mais plus des power naps. Ça, ce sont des petits trucs que vous pourrez regarder à tête reposée parce que là, aujourd'hui, je suis consciente que je vous donne vraiment une avalanche d'informations. Alors, c'est vraiment, dans le fond, il faut, pendant la période, il n'y a pas de médicament là, qui a été approuvé pour traiter la dysfonction cognitive reliée au cancer et à ses traitements. Donc, dans le fond, il faut apprendre à compenser, à trouver des stratégies pour aider le cerveau à mieux fonctionner. Il faut comme trouver des petites béquilles dans le fond. Puis certaines stratégies ressemblent un petit peu à celles qui peuvent être utilisées pour les gens qui souffrent, par exemple, d'un trouble de l'attention. Il y a certaines stratégies qui sont quand même qu'on peut reconnaître. Donc, c'est des stratégies que vous pouvez utiliser. Et il y a beaucoup d'applications qui aident avec, puis maintenant avec la technologie, c'est de plus en plus, c'est plus facile d'utiliser, peu importe si pour vous c'est plus facile la méthode papier, agenda papier, post-it, aide-mémoire, ou si c'est plus les versions électroniques qui vous aident,
peu importe la formule, mais il faut vraiment qu'il y ait quelque chose. Il faut que vous trouviez des assistants pour votre cerveau, que ce soit technologique ou en personne. Alors, il faut vraiment impliquer sa famille et ses amis. Par exemple, peut-être que ce soit quelque chose d'aussi simple que de ne pas nous déranger quand on est en train de faire quelque chose qui nous demande beaucoup de concentration, peut-être d'attendre avant de venir nous poser une question. Puis aller chercher de l'aide parce que là, ils commencent vraiment, les professionnels de la réadaptation, les ergothérapeutes, par exemple, les psychologues, de plus en plus, les cliniques vont offrir des services spécialisés pour les gens qui souffrent de cette problématique-là. Donc, commence à avoir de plus en plus d'aide qui est disponible. Donc, allez chercher de l'aide si c'est difficile pour vous au quotidien, si ça engendre beaucoup de détresse. Et dans le fond, c'est quelque chose à retenir, c'est de vraiment, je ne le répéterai jamais assez, il faut vraiment que les gens soient indulgents et patients envers eux-mêmes. On l'a vu, le cerveau travaille plus fort que la personne à côté qui n'est pas en train de passer par tous ces traitements-là. D'autres ressources que Nathalie, excuse-moi de t'interrompre, mais est-ce qu'on peut passer aux questions parce qu'il nous reste juste 10 minutes? Alors, je vous laisserai regarder aussi les dernières diapos qui sont vraiment plus pour vous orienter vers des ressources face au retour au travail. Donc, il y a un site qui a été conçu qui s'appelle Cancer and Work, qui a une multitude d'informations pour vous aider avec cette transition-là, en plus des professionnels de la réadaptation. Et il y a d'autres ressources aussi là, que vous pouvez aller chercher, des dépliants qui ont été conçus pour des gens aux prises avec la dysfonction cognitive. Alors, ceci termine et on peut débuter la période de questions. Merci beaucoup, Nathalie, pour la présentation sur le brouillard cérébral. Alors, on va commencer tout de suite avec les questions qui nous ont été envoyées dans le chat. Il y a une question, la première question qui disait « Si les symptômes débutent avant le traitement, est-ce que ça serait dû plutôt à la dépression qui suit l'annonce du diagnostic? » Effectivement, comme on l'a vu au niveau du brouillard cérébral, là, il y a plusieurs causes. Donc, il y a le cancer lui-même, mais tout ce qui est l'aspect émotionnel. Donc, effectivement, le stress de l'annonce du diagnostic, l'incertitude de ce que le futur va amener. Donc, tout ça, le stress, l'anxiété, la détresse, la dépression, tous ces changements émotionnels puis les préoccupations, ça va vraiment affecter au niveau cognitif. Donc, ça a été établi que c'est une des causes du brouillard cérébral. Donc, effectivement, on peut penser que avant le début des traitements, c'est sûr qu'on ne peut pas attribuer ça au traitement, ils n'ont pas commencé. Donc, c'est plus peut-être le cancer lui-même, puis plus l'aspect émotionnel, les changements au niveau émotionnel. Ouais. C'est une bonne question. Oui, c'est une bonne question. La deuxième question, Nathalie, vous avez parlé que peut-être la COVID pouvait influencer sur les pertes de mémoire et tout ça, mais aussi, globalement, est-ce que la pandémie peut influencer? Oui. Peut-être une cause des troubles cérébraux. Ben oui. Ben, absolument, parce que ça aussi, la pandémie, on l'a vu de façon générale dans la population, que ça a beaucoup augmenté le niveau de stress dans la population en général, que ça l'a exacerbé, engendré des problèmes de santé mentale chez plusieurs, ça a contribué à l'isolement de beaucoup de personnes. Puis, souvent, pendant une trajectoire de soins, les gens ont besoin de support. Hein? Ils ont besoin de leurs amis, ils ont besoin de leur famille. Puis là, avec la pandémie, surtout quand les mesures sanitaires étaient plus sévères, bien, les gens ont souvent été privés de ce support-là qui était crucial. Des fois, ils ne pouvaient pas nécessairement être accompagnés lors de leur rendez-vous de suivi et tout ça. Alors, ça, c'est vraiment, de façon générale, ça l'a affecté. Puis on sait aussi que avec le délestage, puis les délais aussi, puis dans les traitements ou certaines chirurgies, ça aussi, ça l'a amplifié le niveau d'incertitude, d'anxiété, de détresse. Alors, tout ça, effectivement, ça l'a beaucoup, beaucoup affecté. Tout dans la population en général, mais je dirais encore plus spécifiquement la clientèle en oncologie. Okay. On a un participant aussi qui nous a dit qu'il y a eu un autre cancer qui a 10 ans, une dizaine d'années, puis qui n'avait pas eu de symptômes, mais que là, il y a 60 ans. Est-ce que l'âge, ça serait un facteur?
Oui, ça a été identifié comme étant un des facteurs de risque ou un des facteurs qui pouvaient prédisposer à développer là, un brouillard cognitif. L'âge pourrait être en cause, effectivement. Donc, plus on avance en âge, plus la personne pourrait être susceptible d'avoir des difficultés cognitives, effectivement. Oui. Finalement, j'ai une dernière question. Est-ce que vous pourriez réexpliquer le concept de réserve cognitive? Le participant n'a pas bien compris. Oui, bien sûr. Alors, dans le fond, la réserve cognitive, c'est un concept qu'on voit peut-être un petit peu plus avec les personnes âgées. Dans le fond, c'est un concept qui réfère à, dans le fond, la capacité du cerveau à s'adapter quand il y a des changements qui viennent un petit peu soit détruire, pas détruire, mais affecter certaines parties. Donc, c'est un petit peu la capacité qu'a le cerveau à s'adapter. Mettons qu'il y a une petite région qui fonctionne moins bien ou qui est affectée par les traitements. Bien là, comme toutes les autres régions du cerveau vont se mobiliser pour compenser pour cette partie-là. Donc, c'est vraiment un petit peu la capacité du cerveau à être résilient puis à combattre en cas de micro-traumatisme. Et souvent, plus une personne va avoir un niveau d'éducation élevé, va avoir une profession qui est vraiment très stimulante au niveau intellectuel, le fait de parler plusieurs langues, de faire de l'activité physique, souvent, ça va contribuer à ce que les gens aient une meilleure réserve cognitive. Donc, j'espère que ça répond à la question. OK. J'ai ici un petit commentaire, quelqu'un qui dit qu'il y a quelque chose qui l'aide pendant plusieurs minutes à avoir les idées plus claires, c'est l'exercice physique, une douche glacée, une table à inversion pour mener le sang vers la tête. C'est des choses que vous recommandez aussi? Par rapport au lien avec la dysfonction, le brouillard cognitif, dans tous les articles que j'ai lus, je ne me souviens pas d'avoir vu une référence à la table à inversion. Par contre, comme je dis, il y a souvent des nouvelles choses qui sortent, des nouveaux articles, tout ça. Fait que je ne pourrais pas vous dire à ce moment-là, oui, c'est quelque chose qui est recommandé, il y a des données probantes à cet effet-là. L'activité physique, ça, c'est sûr, absolument. La douche glacée, ben oui, effectivement, surtout des fois pour abaisser légèrement la température, des fois du corps aussi, pour les gens qui ont, par exemple, des bouffées de chaleur ou des sueurs nocturnes ou qui dorment moins bien, des fois de prendre une douche glacée ou plus froide avant le sommeil, ça peut prédisposer à un meilleur sommeil pour les personnes qui sont prises avec ces problèmes-là. Ouais. OK. On a Mme Tournier qui nous demande, est-ce qu'on parle de l'élasticité du cerveau? Mais je ne suis pas trop certaine qu'est-ce que c'est ta question. Peut-être que vous le savez plus que moi. Oui, je comprends, effectivement. Bien, c'est sûr que spécifiquement aujourd'hui, non, mais par rapport à ce concept-là, dans le fond, c'est ça, il y a des recherches qui ont commencé à émerger par rapport à, mais il y a plus d'études qui sont nécessaires par rapport à aussi les bénéfices d'un entraînement cognitif qui serait basé sur la théorie que, dans le fond, dans le cerveau, les voies, c'est ça qui sont endommagées, bien, on pourrait, dans le fond, il pourrait y avoir des nouvelles voies qui seraient construites justement pour compenser les voies qui seraient endommagées. Alors, il y a des études qui commencent à sortir pour vraiment dire oui, il y aurait peut-être de l'entraînement cognitif qui pourrait être bénéfique, certains programmes, toutes des activités, dans le fond, visant à stimuler l'activité du cerveau. Donc, oui, ça peut être des choses aussi simples que de la lecture, des jeux en ligne, par exemple, des mots croisés, etc., du sudoku. Tout est essayer d'apprendre une nouvelle langue, vraiment pour aller stimuler le cerveau, ça pourrait être bénéfique. OK, on va prendre une dernière question. Est-ce qu'il y a des médicaments ou des vitamines pour améliorer, comme le magnésium, qui pourraient aider la situation?
En fait, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau des médicaments, qu'il y en a, il n'y a pas de médicaments nécessairement ou de produits naturels ou nécessairement là, des vitamines qui ressortent là, dans la littérature pour dire oui, ça peut aider pour prévenir ou ça peut aider pour diminuer les effets. Puis c'est sûr que je suis un petit peu hésitante là, de recommander là, certaines vitamines plus que d'autres parce que c'est souvent complexe, en même les vitamines puis les produits naturels. Ou les omégas aussi. C'est ça. Des fois, ça peut avoir des interactions. Fait que souvent, moi, je vous recommanderais peut-être de parler, d'aller plus regarder ça, l'oncologue, le médecin, ouais, pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication. Mais peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont sortir là, prochainement, qu'il va y avoir plus d'évidence. Mais à ce moment-ci, pas assez pour faire une recommandation universelle, non. Ouais. OK. Alors, je vous remercie, Nathalie. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé et pour avoir répondu à toutes les questions de nos participants. Je vous rappelle que cette conférence a été enregistrée. Fait que vous allez avoir tous les liens, toutes les slides, les pages ou les diapositives de Nathalie Hood sur l'enregistrement. Et vous pourrez le voir sur notre chaîne YouTube. Puis je peux l'envoyer. Excuse-moi, Diane, je voulais juste mentionner, je peux l'envoyer aussi s'il y a des participants qui aimeraient en recevoir une copie. Il n'y a pas de problème. OK. J'ai mis notre site, notre adresse courriel dans le chat. C'est Hope Cope. Mon Dieu, GJH. En tout cas, allez voir sur notre site web notre adresse courriel. Je ne me rappelle plus par cœur. Écrivez-nous, puis on va vous envoyer la présentation de Nathalie. Alors, allez sur notre site courriel dans la section Contact. Trouvez le lien pour nous écrire et on va vous envoyer la présentation. Alors, on vous rappelle que la prochaine présentation, c'est Colorectal Cancer Decoded, le 31 mars prochain. Alors, merci à tout le monde d'avoir participé et je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore, Nathalie. Merci, ça fait plaisir. Au revoir. Merci, au revoir.